Dans cette vidéo, je vais vous parler de 4 livres de la rentrée littéraire, dont 2 qui font partie déjà de mes préférés. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo spéciale rentrée littéraire avec de super chouettes découvertes encore une fois, et ça c'est trop chouette. Alors, je vais vous parler de 4 livres. Je vais commencer avec La danse des oubliés de Johanna Kroczek chez les éditions Héloïse d'Ormesson. Court, original parce que ça mêle récit et poésie. Un de mes préférés de la rentrée littéraire. Un autre de mes préférés, celui-ci, La ballerine de Kiev de Stéphanie Pérez chez Récamier. Ensuite, 2 découvertes d'auteurs pour moi. Celui-ci, L'île du Lao d'Adrien Borne. Voilà, c'est la première fois que je lisais un livre de cet auteur, publié chez J.C. Lattès. J'ai appris des choses sur les sanatoriums, etc. Je vous en parle. Et puis, primo-romancier Ruben Barouk avec Tout le bruit du Guélise. Sur les deux derniers livres, là, on est sur des écritures vraiment très chouettes, très poétiques, de très belles écritures. Et c'est parti avec La danse des oubliés de Johanna Kroczek. Alors, c'est un livre très court puisque ce livre, il fait 185 pages. Il a été publié chez les éditions Héloïse d'Ormesson. C'est un livre qui commence avec en fait une jeune fille de 17 ans, Luce, qui danse. Et en fait, on apprend très vite. Vraiment, sur un livre court comme ça, on apprend les choses très vite. Et en fait, on apprend que la danse, c'est quelque chose de très important. Et en fait, même la première phrase du livre, donc on est dans un chapitre où c'est écrit Luce en haut. « J'ai réussi le premier jour, je suis sélectionnée ». Son cri envahit le hall. Dans l'hôtel familial, les clients se tournent vers elle d'un bloc. Luce, 17 ans, mini-short et brassière jaune fluo, ne prête pas attention à eux, trop occupée à chercher les siens. Sans perdre une seconde, elle s'enfonce dans les couloirs en direction de la partie privée. Elle fait fi du standing, court, bouscule une femme, renverse un plateau avant de surgir dans le salon où ses proches se sont retrouvés pour jouer. « J'ai réussi, je suis sélectionnée sur 122, on n'est plus que 5. » Voilà, et là c'est la moitié de la première page que je vous lis. Donc on commence comme ça, donc ça c'est sur la première page. Et puis sur la deuxième page, on a ça, un petit poème en fait. Voilà. Donc là c'est petit poème. Mes parents et ma sœur me félicitent, chacun à sa façon. Baiser sur le front pour ma mère, tape dans le dos pour mon père, sourire, silence pour ma sœur. Bientôt il est l'heure. Et voilà, ça continue. En fait, c'est l'originalité de ce livre, mais c'est pas la seule. Ce livre est en fait surprenant, j'ai envie de dire. C'est peut-être comme ça qu'on peut le résumer. On a donc ce mélange de récit et de poésie. Moi, la poésie, c'est pas trop mon truc. Enfin, je pourrais pas lire un recueil de poèmes. Est-ce qu'on appelle ça un recueil de poèmes ou je crois, hein. C'est pas. Est-ce que le terme recueil est bien celui utilisé? C'est pas trop mon truc. Quand il y a des extraits de poésie dans certains romans, voilà, je suis pas... Je trouve ça moins accessible. Du coup, en fait, ma crainte, c'est... Enfin, comment dire? Je me dis que des fois, dans les poèmes, on n'utilise pas les bons mots, on n'utilise pas le mot le plus naturel, le plus logique, juste parce qu'on a besoin d'une rime et où on a besoin d'un certain nombre de pieds, on a besoin d'un certain rythme, et ça peut mener, je trouve, à un ensemble de mots qui peuvent en perdre leur sens pour la musicalité, pour... Voilà. Ce n'est que mon avis. Voilà. Je suis quelqu'un qui a passé son bac de français en première, son oral de français sur un poème. Je peux vous dire que j'étais bien embêtée. Je crois que je vous l'avais déjà raconté quand il a fallu parler de Baudelaire, etc. Alors moi, je suis passionnée de littérature, hein, donc c'est-à-dire que même si j'étais en série S, j'avais récupéré les Lagarde et Michard de ma mère et je me faisais une joie de lire les soirs, enfin j'étais bizarre peut-être, de lire les soirs les biographies de grands auteurs, Victor Hugo, Chateaubriand, enfin voilà, je me souviens vraiment Voltaire, vraiment Voltaire, parce qu'on avait lu
Candide en première et de façon personnelle, j'avais lu Zadig, enfin bon voilà, Voltaire, j'avais bien apprécié. Voilà, et du coup, les biographies d'auteurs comme ça, j'appréciais vraiment. Enfin, j'étais pas anti-littérature classique ou je ne sais quoi. Mais il y en a que j'appréciais et d'autres moins. Par exemple, il a fallu lire L'Assommoir pour le bac. En revanche, il a fallu lire Le jeu de l'amour et du hasard de Marivaux. Je l'ai tellement adoré que je l'ai lu plein de fois. Et donc, je tombe sur un poème, je tombe sur l'Albatros. Et donc, question, qu'est-ce que je pense de la place des poètes dans la société? Et alors là, déjà, j'avais quel âge? J'avais pas encore 16 ans. C'était quelques semaines avant mes 16 ans. Ouais, je suis du 23 juillet, je sais plus quand est-ce que j'ai passé les épreuves, genre un mois avant que j'ai 16 ans. Et donc là, impossible de mentir déjà à 15 ans, quoi. Et à 39, c'est pas mieux. Et donc, qu'est-ce que je pense? C'est gay ce que je pense. Dis donc voilà. Donc, comme quoi, enfin, toute une discussion sur ça. Et je suis allée jusqu'à dire que bon, les poètes étaient un peu à part de la société, mais c'est eux qui se mettaient à part, en fait. Enfin, voilà, ils avaient toujours l'impression d'être différents sur ci, différents sur ça. Et voilà. Donc, j'étais partie sur un truc comme ça, avec plus ou moins de nuances. Bon, j'ai eu une bonne note, hein, vraiment, j'ai eu une bonne note. Avec le recul, enfin, je me rappelle tellement quand je suis sortie de mon épreuve, rentrer dans la voiture, dire à mon père, mais j'ai fait n'importe quoi, j'ai osé critiquer les poètes devant une prof de français, quoi. Et donc la poésie, écoutez, ça fait un petit nombre d'années que, bon, c'est pas forcément mon truc. Donc voilà, comme je vous dis, il y a ce côté où j'apprécie pourtant la musicalité, globalement, hein, enfin, c'est quelque chose que j'apprécie et tout. Mais je trouve que c'est parfois, il y a un choix à faire entre la poésie et le sens, et voilà. Mais là, c'est pas du tout ça, parce que, en fait, il faut vraiment lire les petits morceaux poétiques, en fait. Enfin, c'est hyper important parce que vous avez principalement deux personnages. Vous avez Luce et vous avez un autre personnage. Vous allez avoir dans ces chapitres-là des choses écrites à la troisième personne. Hein, on n'est pas sur un narrateur à la première personne. Et donc, ces personnes-là vont raconter ce qui se passe plutôt avec des faits. On n'a pas trop la partie des émotions. Cette partie des émotions, elle est donnée dans ces petites poésies. Et là, comme vous l'avez vu, c'est écrit à la première personne en plus. Et c'est hyper intéressant d'avoir le récit avec des faits un peu froids, et puis le côté de l'intime en poésie et avec toutes les émotions. Vous pouvez pas sauter les poésies. Déjà, il y en a beaucoup, et vous ne pouvez pas lire que les deux tiers, que les trois quarts du livre. Et de toute façon, c'est important pour l'histoire. Donc déjà ça, eh ben, pour moi, hein, c'est déjà d'avoir lu les poésies et de vous dire à quel point il faut les lire, c'est important. L'autrice a réussi à me faire sortir de ma zone de confort. C'est hyper intéressant. C'est pour ça que j'aime la rentrée littéraire. Forcément, il y a des livres, c'est moins mon truc, mais là, enfin, quand j'aime beaucoup un livre de la rentrée littéraire, enfin, je pense que tous les livres de la rentrée littéraire me font sortir de ma zone de confort. Voilà, que les choses soient claires, je pense que voilà, c'est comme ça. Mais derrière, si j'aime un livre de la rentrée littéraire, ça veut dire qu'on est sur une sortie de ma zone de confort réussie. Et ça, c'est hyper intéressant. Voilà. Donc ça, c'est l'un des points forts de la construction. Mais l'intrigue, elle a un point fort. C'est que vous commencez votre livre, tout à fait normalement, vous êtes là, ok, Luce, d'accord, elle est dans la danse, et puis là, à la page, donc vous commencez le livre à la page 13, d'accord? Et à la page, alors pas 18, pas 19, 20, ouais, 20. Bon, déjà ça se prépare, 3-4 pages avant. Vous avez une claque. Et l'histoire, vous pensiez être bien là, vous commenciez à vous mettre sur des rails en disant d'accord, bon, c'est vrai que la construction, elle est chouette. Ok, c'est un point fort, hein, mais c'est... Bon, après l'histoire, d'accord, bon, si ça continue comme ça, bon, on va voir. Et vous pensez que vous allez suivre les rails, voilà. Et en fait, sortie de route,
j'ai pas le virage à 180 degrés et hop, vous partez sur un polar et oui, et là je suis trop contente. Pour moi, je vous dis, c'est une sorte de polar. Alors, vous savez que je vois des polars partout. Pour moi, parfois des Lucinda Riley, ça pourrait être des polars, des secrets de famille et tout. Et là, vous partez sur un polar avec un meurtre, vous savez pas qui a commis ce meurtre et vous avez la révélation à la fin. Alors, certes, c'est pas une enquête classique, etc. D'autant plus que la construction, c'est moitié du récit, moitié de la poésie. Mais franchement, ça m'a captivée comme un polar tout en ayant une super écriture et cette originalité de construction, enfin, trop bien. Voilà, c'est hyper chouette. C'est un livre du coup qui est court et extrêmement riche hein, par cette intrigue qui va vite en plus, par cette construction originale, donc je vous le conseille. Je continue avec La ballerine de Kiev de Stéphanie Pérez. Incroyable, ce roman est dingue. C'est un livre qui est d'une intensité, mais vraiment, qui va mêler, comme son nom l'indique, ballerine, donc danse classique, Kiev, donc guerre en Ukraine. Ça peut être particulier. D'un côté, on a la danse classique qui fait partie du domaine sportif, culturel, etc. De l'autre côté, on a la guerre en Ukraine. C'est des choses qui, pour moi, me paraissent presque totalement opposées en fin de compte. Et pourtant, ce livre mêle ces deux sujets, cette passion, ce thème et ce contexte historique d'une façon incroyablement intelligente, j'ai envie de vous dire. C'est très très bien fait. C'est très intéressant et j'ai beaucoup appris sur cette guerre qui est pourtant actuelle. On parle quand même d'une guerre qui se passe maintenant. Donc ça fait froid dans le dos. Moi, les livres que j'ai déjà lus dans lesquels le contexte historique est une guerre, c'est souvent des livres avec la Seconde Guerre mondiale. Bon, il y a d'autres guerres que j'ai déjà lues. Récemment, la guerre entre la Finlande et l'URSS avec le nouveau livre d'Olivier Norek. Mais à chaque fois, ce sont des guerres qui se sont passées il y a un moment. Donc, en fait, je retrouve des points communs avec ce que je connais, ce que j'ai déjà lu, sur des guerres, l'organisation, comment ça se passe. Enfin, voilà, globalement, c'est assez semblable, en fait. Et aussi sur l'arrière, sur les femmes qui restent dans les villages, qui font fonctionner un peu tout ça. Enfin, tout ça, c'est très très similaire à ce qu'on connaît en fait. C'est ça qui est terrible. Hein. C'est ça qui est terrible. Il y a beaucoup de choses qui le sont, mais on se retrouve avec quelque chose d'actuel et on connaît le schéma en fait. Enfin, je sais pas comment dire ça. Enfin, c'est révoltant. Par contre, il y a quelque chose que j'avais jamais lu. C'est une guerre, comme on peut en lire, avec les nouvelles technologies. Donc en fait, vous avez un homme qui part au front, qui laisse sa femme dans un village. Ils peuvent communiquer. Voilà. Et s'il répond pas, ça fait poser question. C'est bizarre, hein. Et dans le livre, il est à un moment donné, on parle de QR code avec une utilisation qui, moi, m'a fait froid dans le dos. Ça fait réfléchir. Enfin, c'est assez... ouais, ça fait réfléchir. Voilà. En plus de cette guerre. Hein. Et il y a quelque chose que je ne savais pas non plus, je ne me rendais pas compte à quel point l'Ukraine était totalement imprégnée par la Russie au niveau de la culture. Je connais très mal l'histoire de l'Ukraine, bon, un petit peu quand même. Voilà. Je connais quand même deux, trois choses. Mais en fait, Enfin, ils ont toujours été rattachés à la Russie dans leur culture. Et là, on se retrouve à avoir certains endroits dans le pays qui parlent presque plus russe qu'ukrainien. Donc, au moment où il y a eu la guerre avec la Russie, contre la Russie, a commencé, eh bien, ils ont voulu éjecter tout ce qui était russe, en fait, de chez eux, à commencer par la langue. Donc, ça veut dire parler ukrainien. Pour certains, c'était pas évident.
Et c'est pas forcément des personnes âgées dont je vous parle. Donc rien que ça, c'était assez fort et c'est des choses dont j'avais pas... Enfin là, je vous le dis, peut-être que vous êtes en train de vous dire, ah bah oui, c'est évident, oui, c'est logique. Certainement, mais alors ça m'était jamais venu à l'esprit jusqu'à présent en fait. Et, et là, comme en plus on est sur une partie danse classique, parce le personnage principal est une danseuse, et une danseuse étoile, et donc elle va continuer à danser pendant la guerre, voilà, il va y avoir des choses par rapport à ça, en plus de faire beaucoup d'autres choses d'ailleurs, et en fait, si on veut enlever toute l'influence russe, bah, c'est aussi dans la culture et c'est aussi dans la danse classique. Ah ouais, mais alors du coup, enlever la Russie dans la danse classique, c'est pas évident. Ça veut dire abandonner des ballets entiers qui pourtant font tellement partie je sais pas comment vous dire, enfin des ballets très importants dans la danse classique. Oui, mais après, c'est une cohérence aussi. Enfin, je veux dire, à un moment, ça peut être logique. Enfin, mince, ils se font envahir, ils se font tuer par le géant d'à côté qui est en train de faire une petite crise d'enfant gâté et qui veut récupérer un petit pays. J'ai l'impression de parler du livre d'Olivier Norek quand ils ont fait la même chose avec la Finlande. Oui, enfin, ça paraît être le minimum d'enlever au maximum l'influence russe. Mais c'est tellement imprégné, tellement mélangé avec la culture ukrainienne. C'est, c'est compliqué et voilà, ça mène à des questions. Certes, c'est pas une question de vie ou de mort, c'est pas, voilà, ça peut paraître secondaire, mais c'est des questions que je ne m'étais jamais posées avant et je suis très contente du coup que ce livre aborde tout ça. Voilà, parce que ça permet d'ouvrir l'esprit et je trouve ça très intéressant. Justement, l'utilisation, enfin ça paraît secondaire, mais en même temps des fois ce secondaire permet aussi de faire du bien à certains et j'ai beaucoup aimé. Enfin voilà. C'est émouvant, c'est vraiment un livre qui est émouvant. On ressent beaucoup d'émotions différentes. On est révolté, on est triste, on arrive à se mettre à la place des personnages. Voilà, il y a des moments qui sont très durs, hein, vraiment très durs. Euh, il est très bien écrit, très bien écrit. Et en fait, en lisant certains passages, j'en avais totalement des frissons, vraiment d'émotion. Enfin, c'est vraiment excellent. Je continue avec ma découverte d'Adrien Borne, qu'on voit en gros ici d'ailleurs. Voilà. Donc, L'île du Laos, chez J.C. Lattès. C'est un livre qui fait 280 pages, mais qui a des grandes marges, vous voyez, donc qui se lit globalement vite. Ce livre m'a fait découvrir les sanatoriums. Voilà. C'est un livre qui se passe sur plusieurs temporalités, mais principalement en 1948. On suit Marcel. Marcel qui est jeune, il a 15 ans. Il est malade et donc il va au sanatorium parce que ce qu'il a, c'est contagieux. C'est pas évident, alors c'est pas évident pour sa mère de prendre cette décision, et même il y a d'autres choses. Pour lui, c'est pas évident non plus. Et en fait, on suit, donc comme je vous le disais, différentes temporalités, et on va se placer dans le futur par rapport à 1948. On va avoir d'autres moments. D'ailleurs, le livre commence en 2018. Et voilà, on est en 2018, on est beaucoup en 1948, et puis de temps en temps, on a des sauts dans le temps, et on comprend avec ces sauts dans le temps qu'il s'est passé quelque chose. Voilà, il y a eu quelque chose, mais en fait, on ne sait pas tout à fait quoi. Et donc, ça titille notre curiosité, en fait. Je vais pas vous dire que c'est un polar, là ce serait vraiment aller loin, mais voilà, c'est un peu le même ressenti que ce que vous pouvez avoir en lisant un polar. Vous demandez bien, vous essayez d'avoir quelques hypothèses, de voir si au cours de votre lecture, ces hypothèses sont vérifiées ou pas. Enfin, voilà, il y a vraiment ce côté qui attise énormément notre curiosité. J'ai beaucoup appris sur les sanatoriums. C'est un livre dont l'écriture est très fluide tout en étant très poétique. Ça peut surprendre un petit peu si je vous lis juste le tout début. Ça peut surprendre un petit peu, mais après on s'y fait alors on s'y fait, mais c'est surtout on apprécie. Voilà, ce style de passage. On y a vécu et toussé, on y a dormi et opéré.
on y a mâchouillé les jours, on y a tracé des chemins de béton et de lumière, a convoqué le soleil et l'air, écho de mythes puissants des dieux anciens. Sur les murs, les couleurs pastel faisaient mine d'espérer pour tous à la fois. On a même peint les plafonds. On a construit la route en serpent, par virage tordu, sans rien jamais sacrifier à la promesse. On a dressé à la clarté des autels. On est venu se reposer à force, à bout. On a écouté les cloches d'une chapelle, contemplé les vitraux. On a goûté à la chaleur d'une couverture sur les pieds. On a chanté et dansé. On dit qu'un enfant a ri aussi, et malgré tout rit encore. L'enfant souvent ne dépassait pas la rivière. Voilà, c'est la première page, et donc ça continue comme ça. Alors, tout le livre n'est pas écrit de cette façon, mais il y a ces petits passages, on les retrouve régulièrement en fait avec le on, qui peut être, surprendre un petit peu. J'avais peur que tout le livre soit écrit comme ça, parce que je me dis, mais je vais pas réussir à accéder au sens derrière, enfin, c'est beau, etc. Mais alors, si tout le livre est écrit comme ça, il va me falloir autre chose, en fait. Mais on l'a largement, enfin, le autre chose, il y a des dialogues, il y a des échanges, et puis il y a des rebondissements, il y a des petites choses où je me suis bien fait avoir aussi. Voilà, donc c'était une chouette découverte, L'île du Laos d'Adrien Borne. Et je termine avec Tout le bruit du Guélise de Ruben Baruch que j'ai eu en épreuve non corrigée lors de la présentation de la rentrée littéraire Albin Michel. C'est même un livre dédicacé parce qu'à cette occasion, j'ai eu l'occasion de rencontrer, ça fait beaucoup d'occasions, mais j'ai eu l'occasion de rencontrer à ce moment-là l'auteur et c'était chouette. Auteur très sympathique, on a eu des échanges vraiment très intéressants, en plus, je me rappelle tellement du contexte, c'était une super chouette matinée. Et ça m'intéressait parce qu'un primo-romancier, et voilà, c'est toujours intéressant, je trouve, de découvrir une écriture, un style, une intrigue, voilà. Tout le bruit du Guélise. Alors, ça parle en plus d'un sujet, mais alors si vous me connaissez ou si vous regardez mes vlogs ces derniers temps, ça parle d'un bruit. Voilà. Moi qui suis allergique au bruit. Sujet forcément qui me parle. On va avoir le narrateur et ou l'auteur. C'est le style de livre où on a l'impression que toute l'histoire a été vécue par l'auteur, mais c'est quand même bien écrit roman sur le livre. Donc, on dit le narrateur, donc c'est raconté à la première personne, donc moi j'aime bien parce que c'est vraiment immersif, raconté à la première personne, et en fait la grand-mère du narrateur habite dans le quartier du Guélise à Marrakech, et en fait elle entend un bruit. Mais un bruit qui est pour elle, voilà, c'est plus possible, je comprends tellement. J'ai une capacité incroyable qui ne sert à rien, mis à part ennuyer ma vie. J'ai la capacité d'entendre des bruits que personne n'entend. Ou alors, je sais que je suis pas folle, parce que par exemple, je peux très bien entendre un bruit qui en fait est lointain et se rapproche petit à petit. Quand il se rapproche, tout le monde l'entend. Mais non seulement j'ai cette capacité-là, mais alors là où c'est encore plus inutile, c'est que le bruit me stresse. Et le bruit m'agace, le bruit me stresse. Voilà, donc il y a différents types de bruit, et bien sûr, ce qui est assez logique, c'est que je suis le bruit le plus désagréable, et le bruit fait, je vais pas dire volontairement, mais je sais pas, un bruit de tondeuse un dimanche après-midi, c'est difficile. Un voisin qui met la musique très très forte toute la semaine, y compris normalement un dimanche après-midi, on n'a pas le droit, hein, mais des choses aussi on n'a pas le droit à d'autres moments, mais c'est des choses, c'est le genre de choses qui moi m'irrite énormément. Il y a différents types de bruit, et globalement le bruit va m'agacer, mais il y a des bruits, là je parle, je fais du bruit, c'est bon, ça m'agace pas, mais peut-être que ça vous agace, mais bref, je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Il y a le côté le bruit sans gêne quelque part. Il y a le bruit sans gêne, et il y a les bruits, moi je peux pas rester à côté d'un lave-vaisselle, d'une machine à laver pendant trop longtemps, quoi. Ça peut être un passage, mais je peux pas rester 1 heure à côté, j'ai envie de vous dire, je peux pas rester 10 minutes. Voilà, il y a des bruits comme ça, des bruits un peu sourds, un moteur allumé pendant longtemps et la voiture démarre pas, et ça fait... ça fait pas trembler la maison, mais il y a ce style de bruit, j'ai du mal. Donc en fait, mais je me mettais tellement à la place de la grand-mère,
un bruit comme ça et personne n'entend. Personne n'entend. Et parce que c'est ça le truc, c'est qu'en fait elle a ce bruit et donc sa fille et son petit-fils viennent chez elle et en fait ils arrivent et ils n'entendent pas le bruit. Ils l'entendent pas. Donc en fait c'est donc ça va avec le titre du livre, tout le bruit du Guélise, le livre commence comme ça et c'est même la raison pour laquelle le narrateur et sa mère vont à Marrakech voir la grand-mère. C'est l'origine de tout, si vous voulez, l'origine du livre, l'origine de l'histoire. Et derrière, eh bien, comme on suit le narrateur, on va découvrir sa famille et lui-même va découvrir des choses. Enfin, on n'est pas sur des secrets de famille, c'est pas du tout ce que je veux vous dire, mais c'est que, en fait, par des discussions, enfin, c'est des moments conviviaux, familiaux, classiques. Enfin, on peut tout à fait s'imaginer ce style de discussion. Et en fait, ça va amener vers d'autres sujets beaucoup plus profonds quelque part. Enfin, non pas que je minimise l'importance du bruit, parce que je pourrais pas, vous l'avez compris, mais on va petit à petit aller sur vraiment d'autres sujets qui sont importants et qui pourraient être délicats à aborder aussi. Voilà. Donc il y a tout ça. Alors, parce qu'en fait, je réfléchis à ce que je veux vous dire et je veux vous dire plein de trucs. Donc, je ne veux pas oublier de choses. Bon, déjà, cette histoire de sujet, je vais juste vous lire un petit passage que j'ai mis, notamment dans ma chronique sur Instagram, même si je l'ai mis de façon plus courte. Alors, donc, je vous lis ce petit passage. « Merveilleux, l'avant était merveilleux, renchérit-elle. Avant, les Juifs et les Arabes s'aimaient. Nous avions tous fini par oublier nos différences insignifiantes, les cédant volontiers aux imaginaires d'autres, croyant qu'elles ne ressurgiraient jamais. Tout nous réunissait. Nous avions réussi partout, petits et grands, à mettre au monde un bonheur dont le premier et le seul son vibrait comme un éclat de rire. » Voilà, puis ça continue. Pour vous donner une idée du sujet. Et donc, à cette histoire qui voilà, va aborder des sujets de plus en plus importants, et c'est prenant, mais il n'y a pas quelque chose qui vous tient en haleine, il n'y a pas... Enfin, ou alors si, on peut dire ça. Ce qui nous tient en haleine, c'est l'écriture en fait. Parce que l'écriture de Ruben Barouk, enfin moi j'ai vraiment adoré. Il y a de nombreux passages qui sont très très chouettes. Et en fait, quand je parle d'un passage, c'est pas 3 phrases. Là, j'ai surligné les passages que j'aimais dans le livre. Il n'y a pas un moment où j'ai surligné 3 lignes en fait. C'est plutôt des moments où voilà, j'ai surligné ça. Je sais que j'aurais pu continuer, mais je voulais pas surligner 3 pages non plus. Il y a des fois où je l'ai fait, je crois. Hein. Est-ce que j'ai pas... Là, je pouvais pas m'arrêter. Il n'y a pas un endroit où je peux dire non, là c'est bon, le beau passage il est terminé. Non, 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 ça continue. Et voilà, ça... Si, il y a un passage court que j'ai surligné et je crois que c'est la citation que j'ai mise dans ma chronique. On ne parlait pas de mon grand-père, jamais, ce n'était pas la peine. De la peine, il semblait en avoir suffisamment fait autour de lui de son vivant, alors rien ne servait de le convier maintenant qu'il n'était plus. Ça montre pour moi toute l'écriture en fait de l'auteur, avec le jeu sur les mots. Ce n'était pas la peine, de la peine, il semblait en avoir suffisamment fait autour de lui de son vivant. Non mais j'adore son écriture, même dès le début en fait, parce que sur le bruit, par exemple, il dit « Quoi qu'il en soit, un bruit avait trouvé ici, dans cet appartement niché entre un club à l'abandon et un café de vieux habitués, une bonne raison d'entrer et de rester. » On parle d'un bruit, enfin c'est original. Et d'ailleurs, ma grand-mère n'aimait pas qu'on dise que c'était un bruit. Il était trop bruyant, disait-elle, pour n'être qu'un bruit. Voilà. Donc il y a ces passages-là, puis il y a vraiment Là, sur ces passages, ce que j'ai vraiment apprécié, c'est le jeu sur les mots, etc. Mais des fois, c'est encore plus long et plus poétique et tout. Enfin, vraiment une super chouette écriture. Donc en fait, ce que je voulais vous dire, c'est qu'on n'est pas sur un sujet, vous n'allez pas avoir une course-poursuite, vous n'allez pas avoir un meurtre, il faut trouver le coupable, vous n'allez pas avoir ce style de choses. Ça peut paraître un petit peu plat, mais moi qui aime pourtant le rythme, je me suis pas du tout ennuyée parce qu'en fait, il y a une logique quelque part. Enfin, on change de phase. Vous avez le bruit, vous avez la famille et vous avez un sujet encore plus important que tout ça et tout s'enchaîne naturellement. Et puis vous êtes
êtes accompagné tout au long de votre lecture par cette incroyable écriture et du coup j'ai hâte de voir s'il y aura d'autres livres écrits par cet auteur et du coup hâte de les lire aussi parce que vraiment c'est une belle écriture et j'arriverai pas à me dire ah tiens ça me fait penser à tel auteur ou non je trouve ça assez inédit en fait. Voilà. Donc je vous le conseille, Tout le bruit du Guélis de Ruben Barou. Je vais m'arrêter là, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu l'un de ces livres ou si l'un ou plusieurs vous tentent plus que les autres. C'est en fait c'est le troisième épisode de podcast que je fais sur des livres de la rentrée littéraire et en fait à chaque fois j'ai l'impression de vous présenter des livres vraiment qui m'ont tenu à cœur quand j'en parle je repense aux émotions qui m'ont provoqué et on dit ça provoqué ouais les émotions que j'ai eues à la lecture de ces livres on va dire ça comme ça et vraiment ouais, c'est presque à nouveau émouvant de vous en parler en fait. Je replonge dedans et c'est à chaque fois de très chouettes découvertes d'écriture, de sujets. Voilà, c'est très enrichissant. Voilà. Bon, eh bien écoutez, je m'arrête là. Je vous souhaite de très bonnes lectures. On se retrouve bientôt. À bientôt.